Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. C'est le troisième webinaire public que nous organisons, le groupe Shalom Salam. Pour ceux qui participent pour la première fois à ce webinaire, et je pense que la plupart d'entre vous, mais la majorité, d'après la liste, est composée de gens qui n'ont jamais participé à ce webinaire. Le groupe Shalom Salam a été fondé en Israël après le 7 octobre par des citoyens israéliens, juifs et palestiniens, on dit aussi arabes, des citoyens israéliens donc, qui étaient à la fois horrifiés par ce qui s'était passé le 7 octobre. Et je le dis, c'est la majorité des Arabes d'Israël, selon les sondages, ont partagé cet effroi et en même temps préoccupés par la suite des événements, c'est-à-dire la guerre qui s'est déclenchée, les conséquences de cette guerre. Et ce que nous disons dans notre charte de fondation, c'est que nous sommes à la fois horrifiés par l'horreur des massacres du 7 octobre et solidaires des civils innocents qui sont tués à Gaza et qui sont tués aussi ailleurs maintenant en Cisjordanie. Et en même temps, nous sommes conscients de la complexité des choses. Et disons, pour résumer, notre groupe Shalom Salam, qui n'est pas un groupe seulement israélien, puisque c'est un groupe francophone qui vise à s'adresser à promouvoir le dialogue judéo-arabe dans tous les endroits où il y a des juifs et des arabes, c'est-à-dire dans les pays arabes, où il y a peu de juifs et beaucoup d'arabes, en France, aux États-Unis, dans la plupart des endroits où la question se pose et qui ne concerne pas simplement les juifs et les arabes. Et disons que nous voulons installer un récit, un troisième type de récit qui ne soit pas le récit pro-palestinien à 100%, ni le récit pro-israélien à 100%. C'est-à-dire que nous ne considérons pas qu'il y a que ce sont deux masses totalement homogènes qui s'opposent et qu'on doit être totalement pour les uns ou totalement pour les autres. Et ce qui nous intéresse, c'est de faire apparaître la complexité des problèmes. Alors, ce soir, nous allons parler du fondamentalisme dans le judaïsme. Alors, bien sûr, nous parlerons aussi du fondamentalisme religieux dans les autres monothéismes, hein, dans le christianisme et dans l'islam, à l'occasion d'autres réunions. Et c'est important pour nous de nous critiquer nous-mêmes, c'est-à-dire que pour parler de ce sujet, ce soit un rabbin, soit des juifs qui introduisent, même s'il n'y a pas que des juifs dans ce dialogue. Et lorsqu'on parlera de l'islamisme, on demandera à un théologien ou une théologienne musulmane d'en parler. On ne va pas de l'extérieur faire une analyse, donner un point de vue, etc. Mais c'est toujours de l'intérieur de notre communauté, de notre peuple, de notre religion, que nous exerçons un point de vue critique. Voilà. Et dans les deux sens. Voilà. Donc, je laisse la parole à Catherine Duperron, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Catherine a vécu, je crois, 20 ans en Israël, jusqu'à très récemment. Elle a toujours des liens très étroits avec Israël. Elle a été correspondante du Monde, correspondante des Échos, d'autres journaux. Et elle a écrit un livre de référence sur les chrétiens en Terre Sainte ou au Proche-Orient. Et Catherine est une spécialiste des religions et d'Israël et du Proche-Orient. Elle a animé pendant longtemps un site internet qui s'appelait Jérusalem et religion. Donc je laisse la parole à Catherine qui va présenter maintenant les différents protagonistes du débat et qui va lancer ce débat. Ah, oui, un point d'information. Nous étions tout à l'heure 150 personnes inscrites, donc de toutes sortes d'opinions et d'origines. C'est ce que nous souhaitons. 150 personnes inscrites et en général plus d'une personne qui regarde. Nous sommes tout seuls, mais souvent les gens regardent en couple ou en famille. Donc on peut considérer qu'il y a 250, 300 personnes qui regardent ce webinaire. C'est à peu près le même chiffre que la dernière fois et nous en sommes satisfaits. Et il y aura la possibilité pour vous de poser des questions. Hein, après la première heure, vous pourrez poser des questions que je transmettrai donc au rabbin Rivon Krigier ou aux autres personnes présentes. Et il y aura, pour ceux qui n'ont pas pu participer, il y aura un replay qui vous sera envoyé et que vous pourrez diffuser, qui sera envoyé aussi à ceux qui n'ont pas pu participer à cette soirée. Je laisse donc la parole à Catherine Duperron. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes donc nombreux. Merci, c'est formidable. Alors, je vais essayer d'être rapide, même si, comme Michel l'a dit, nous aimons la complexité des problèmes et le problème de ce soir n'est pas mince. Mais avant tout, donc quelques mots sur notre invité franco-belge, le rabbin Rivon Krigier.
Vous verrez, sa voix est douce, mais sa pensée est percutante, notamment dans son dernier livre qui va nous occuper ce soir, Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme. Donc évidemment un titre qui suscite des réactions très vives chez beaucoup de juifs et de non-juifs, et donc il sera le fil rouge de cette soirée. Quelques rapides repères quand même. Rivon Krigier est né en 1957 à Bruxelles, où il a grandi. Il fait son aliyah en 1977 et il va étudier à l'Université hébraïque de Jérusalem, à l'Institut Mayanot, qui est alors dirigé par le rabbin Léon Ashkenazi, c'est-à-dire Manitou, et enfin au Machon Scherter, qui est l'Institut Massorati, dont il sera le premier diplômé en langue française. Oui, oui, oui. Ensuite, en 91, il arrive à Paris et devient le rabbin de la synagogue Hadat Shalom, ce qui veut dire en hébreu Assemblée de la paix. C'est la première communauté massorati, ce qui veut dire traditionnaliste en hébreu. Donc, c'est la première communauté massorati de France, créée 2 ans avant l'arrivée de Rivon Krigier. Il y en a 6 aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le judaïsme massorati, vous demandez-vous? Alors, très rapidement, et de manière un peu schématique, il faut le dire, mais quand même, on pourrait dire que c'est un courant qui se situe entre les orthodoxes et les libéraux, donc quelque part qui fait le pont entre les deux. Et il a donc vocation à concilier tradition et modernité, c'est-à-dire d'un côté, ce mouvement souligne l'importance de l'égalité entre hommes et femmes, ou bien le dialogue des cultures et des religions. Et de l'autre côté, il va souligner l'importance de la tradition juive, de ses pratiques liturgiques, mais aussi alimentaires et shabbatiques. Donc, ça n'est pas un judaïsme light, contrairement à ce que certains pourraient penser ou aiment dire. Pas étonnant donc que le sujet du premier ouvrage de Rivon Krigier ait été la loi juive à l'aube du XXIe siècle, sachant que je crois que le livre a été édité en 1995, sauf erreur. Et donc, pas étonnant non plus que Rivon Krigier se soit penché sur la dimension humaniste ou fondamentaliste du judaïsme. Et avant donc de rentrer dans le cœur du sujet, je voudrais signaler aussi que Rivon Krigier est docteur en sciences des religions, récipiendaire du prix de l'amitié judéo-chrétienne de France en 2013. Il collabore régulièrement avec le Collège des Bernardins, fondé par le cardinal Jean-Marie Lustiger, mais aussi avec le Collège des études juives de l'Alliance israélite. Auteur de nombreux ouvrages, une thématique fondamentale traverse nombre d'entre ses livres, la réflexion sur le libre arbitre de l'homme, un thème qui est également présent dans le livre qui nous réunit ce soir. Donc, passons aux choses sérieuses. Rivon Krigier, je vous laisse la parole pour que vous nous expliquiez dans un premier temps la problématique de cet ouvrage, que sont le fondamentalisme et l'humanisme et leurs conséquences. Merci Catherine. C'est beaucoup de questions pour un temps court, mais je vais faire de mon mieux pour y répondre. Je voudrais signaler juste que Dominique Schnapper vient de publier un ouvrage intitulé Les désillusions de la démocratie. Et je commence par ça parce que je voudrais dire que nous nous inscrivons dans une problématique aujourd'hui qui est globale, qui est mondiale, celle d'une montée partout des populismes, des ultranationalismes, et même on peut l'observer dans bien des pays, d'un retour à l'identitaire et à la religion. En tout cas, en Israël, c'est très net. Quand on examine l'évolution sociologique de cet État dans les dernières décennies, on ne peut que constater une poussée très significative, d'abord démographique, mais également culturelle, ou plutôt cultuelle, puisqu'il y a une montée, une importance grandissante de la sensibilité religieuse en Israël. Et évidemment, cela a un impact très significatif sur la politique intérieure et extérieure de cet État. Juste pour vous donner une idée, pour ceux qui ne le savent pas trop, lors des dernières élections, il y a 2 ans, le résultat sont qu'une coalition arrive au pouvoir avec 64 députés
dont 32, c'est-à-dire la moitié, est constituée de partis qui sont des partis religieux que l'on peut qualifier, que l'on doit qualifier de radicaux. Ce ne sont pas des partis doux. Bien sûr, il y a toujours des individus moins radicaux qui votent pour ce genre de parti, mais c'est très significatif. Et on ne peut pas en faire l'impasse. Je vais, dans quelques instants, vous en donner plus de détails parce que le public à l'étranger met tout le monde dans le même sac, a l'impression que tous les religieuses sont des gens avec un grand chapeau noir et qui prient toute la journée. Mais évidemment que c'est beaucoup plus nuancé, comme pour qu'on ne comprend rien à la politique israélienne si on ne comprend pas qu'il y a différents courants. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que le sujet que je veux aborder ce soir, le fondamentalisme juif, est un sujet tabou. En général, on n'aime pas trop parler de cela parce qu'on a été très longtemps nourri par un discours apologétique qui fait la part belle au judaïsme, mais l'actualité nous rattrape. C'est pas moi qui parle du fondamentalisme en premier, l'actualité s'en charge. Et c'est avec douleur que j'en parle et que j'écris un livre pour dire que face à ce fondamentalisme qu'il faut comprendre, qu'il faut décrypter, il existe aussi un humanisme juif qui est mal connu, mais qui est l'antidote de ce fondamentalisme. Donc mon approche vise à faire connaître de l'intérieur, aller au cœur du réacteur pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui, en arrière-fond, alimente le conflit. Parce que qui dit fondamentalisme dit en réalité une radicalité sur le plan identitaire qui est dans le déni de l'altérité. C'est une vision du monde qui, on va en reparler, je suppose, ce soir, ne concerne pas simplement l'ennemi militaire, mais englobe toutes les composantes de la société. Quand vous avez une vision fondamentaliste, si vous êtes un homme ou une femme, vous n'êtes pas égaux. Si vous êtes un homme de l'ethnie dont vous faites partie, ou si vous n'en faites pas partie, vous n'êtes pas égaux. Si vous êtes hétérosexuel ou homosexuel, vous n'êtes pas égaux. Et on pourrait en réalité encore élargir cette question. Le fondamentalisme est héritier du monde antique et du monde médiéval, qui est un monde hiérarchisé, avec des castes, avec des privilèges, avec des visions essentialistes dans lesquelles on considère que certains sont dotés d'une âme supérieure ou des choses ou d'un statut supérieur que la religion ou l'État leur octroie. Et cette vision-là, elle est en train de refaire surface. Elle est en train de faire surface en dépit de la démocratie. Alors, je ne dis pas qu'il est en train de prendre le dessus. Je ne voudrais pas jouer à l'alarmiste et dire que l'État d'Israël est en train de devenir l'État de la halakha, comme on dit, l'État de la charia, c'est-à-dire un État où la loi juridique implacable règne. Nous n'en sommes pas là et j'aurai peut-être l'occasion de vous dire pourquoi nous n'en sommes pas là. Néanmoins, cette poussée démographique, culturelle, est significative et suffisamment significative pour s'en alarmer, enfin pour en prendre conscience en tout cas, et pour réagir avec force en prenant conscience qu'en face, la situation n'est pas meilleure. C'est-à-dire il y a une montée de l'intégrisme musulman, il y a une idéologie frériste des frères musulmans dans le monde sunnite, il y a le monde chiite qui est porté par la vision apocalyptique des mollahs de l'Iran, et un fondamentalisme nourrit un autre, et on entre dans une espèce de spirale de la violence, dans une espèce de vortex qui nous entraîne par le fond. Et c'est contre ce danger-là qu'il faut se prémunir. Et se prémunir, non pas quand il y aura, qu'à Dieu ne plaise, 75 députés radicaux à la Knesset, ou en face des islamistes qui prendront encore plus le pouvoir. Il faut, dès à présent, et bien sûr, je ne suis pas le seul ami employé, développer des contre-feux. Et pour cela, il faut démonter la rhétorique
de ces idéologies, et c'est l'objet de mon ouvrage en ce qui concerne le judaïsme. Pour ce qui est de l'islam ou d'autres religions ou d'autres idéologies, d'autres s'en chargeront et d'autres s'en chargent déjà. Alors, je voudrais vous dire quelques mots sur ces composantes des partis religieux en Israël pour y voir un petit peu plus clair. Donc, sur ces 32 députés qui composent la moitié du gouvernement, vous avez un parti qui s'appelle le parti Chasse. Le parti Chasse, c'est un parti qu'on qualifie de ultra-orthodoxe, piétiste, c'est-à-dire avec une vision austère, rigoriste de l'application de la loi, d'obédience séfarade, c'est-à-dire des juifs originaires essentiellement des pays d'Afrique du Nord ou des pays arabes. Donc on voit aussi que les composantes se fixent selon des appartenances tribales, en somme, et pas simplement idéologiques. C'est un judaïsme qui n'est pas radical sur un plan politique, qui ne cherche pas à tout prix à conquérir des territoires ou à maintenir à tout prix les territoires occupés, même si le public lui-même, qui vote pour ce type de parti, les sociologues le montrent, ont tendance à être très nationalistes. Mais l'idéologie de ce parti ne l'est pas, et j'aurai l'occasion d'en donner l'un ou l'autre illustration peut-être ce soir. Il y a un autre parti du même type, qui est le judaïsme unifié de la Torah, qui lui regroupe les ultra-orthodoxes ashkénazes. Donc c'est une sensibilité qui est d'origine des pays de l'Est, de la Pologne, de la Russie, de l'Ukraine. Et ce judaïsme-là a connu un fort essor depuis la création de l'État d'Israël, avec de nombreuses académies talmudiques qu'on appelle les yeshivot. Et donc, c'est un groupe très consistant qui pèse sur la société israélienne sur toutes les questions religieuses qui font pression pour imposer des lois religieuses. Et un des soucis autour de ces partis, bien sûr, c'est le statut de la femme. C'est le statut de la femme, c'est le statut des homosexuels, et d'autres questions de société, droit marital par exemple, mais je n'entre pas dans les détails. À côté de cela, on a d'autres partis radicaux dont l'accent est porté sur l'aspect national. On a essentiellement le parti sioniste religieux et un autre parti qui s'est greffé récemment, qu'on appelle Puissance juive, Otzma Yehudit, avec un petit groupe qui s'appelle Noam en plus. Cette composante-là, qui a pris de l'importance lors de la dernière législature, est un parti qui est aujourd'hui est devenu très radical. Enfin, quand je dis aujourd'hui, je me place sur une évolution sur des décennies, qui considère que les territoires doivent être annexés totalement et qui, en réalité, ne veulent pas, en aucune façon, accorder aux Palestiniens qui resteraient sur cette terre des droits démocratiques, des droits égaux. Donc, le programme de ces partis, c'est une annexion avec un statut de non-citoyen à part entière pour ces individus qui y restent. Il faut se rendre compte que la réalité israélienne est complexe, parce que dans l'Israël hors des territoires discutés, occupés, peu importe comment on les appelle, il y a 20% des Israéliens qui sont musulmans. Donc, il y a une intégration. On a eu d'ailleurs un très beau webinaire sur ce sujet qui montrait que la situation des Arabes musulmans est plutôt en train de s'améliorer, malgré encore pas mal de problèmes que connaît la société. Mais avec ce programme d'annexion, on se trouve clairement dans une idéologie qui ne veut pas accorder des droits égaux et qui se fonde pour cela même sur les textes de la tradition juive. Et c'est là, évidemment, que la religion joue un rôle fondamental, et que la question de savoir si on cède à cette doctrine, si on comprend cette doctrine et on y adhère, ou si au contraire,
on y trouve des réponses, que cette question est devenue absolument urgente et décisive. Alors, en quoi elle consiste, grosso modo, cette idéologie? Et je vais le dire très brièvement, mais je le développe abondamment dans, dans mon livre. C'est que au fil du temps, je dis bien au fil du temps parce que ça ne s'est pas imposé d'emblée, s'est constituée l'idée que le judaïsme est composé de 613 commandements fondamentaux qui sont écrits dans la Torah et qui sont, selon Maïmonide, qui écrit au XIIe siècle, les commandements qui devront être appliqués également lorsque nous arriverons à l'ère messianique. Donc, ce n'est pas simplement des commandements hérités du passé, d'il y a 3000 ans, je le rappelle, qui sont inscrits dans la Torah, dans le Pentateuque, mais également c'est devenu un programme pour l'avenir. Et c'est bien là qu'on peut parler de fondamentalisme, parce que cette idéologie consiste précisément à être passéiste, à vouloir revenir à une espèce d'âge d'or dans lequel la religion était à son plein essor. Ce ne sont pas des commandements qu'on considère qui sont rattachés à un certain contexte, même si le judaïsme aujourd'hui le vit comme ça. Il y a par exemple la lapidation dans la Torah, mais la lapidation n'est plus appliquée depuis 2000 ans au moins dans le judaïsme pour toutes sortes de raisons, et beaucoup de juifs, y compris religieux et pratiquants, n'ont aucune envie et aucune intention qu'un jour se rétablisse la lapidation. Mais si on va jusqu'au bout de l'idéologie portée par cette codification que Maïmonide instaure au XIIe siècle, et c'est le cas de ces groupes ultranationalistes, il faut s'en rendre compte, eh bien oui, leur rêve, pas tout de suite, parce qu'ils savent bien que ce n'est pas réaliste tout de suite, leur rêve, c'est de rétablir cette société-là, c'est-à-dire une société dans laquelle, notamment, on applique des punitions corporelles, on applique la peine des exécutions capitales, selon les modes prescrits par la Torah. Maïmonide recense sur les 613 quatre modes d'exécution. Donc, ce n'est pas purement théorique, ça fait partie du programme. Ça implique, bien sûr, le patriarcat, des différences très nettes de droits entre les hommes et les femmes. Ça implique la persécution par rapport à ceux qui n'ont pas une conduite sexuelle selon les normes qui sont définies, et c'est le cas notamment de l'homosexualité. Enfin, ça implique aussi, par exemple, qu'il y a une criminalisation de fautes religieuses pour ceux qui n'observeraient pas le Shabbat, par exemple, ou ceux qui blasphémeraient et qui seraient condamnés à mort. Alors, vous allez me dire que je suis dans quelque chose qui n'est absolument pas proche de la réalité, et c'est vrai, mais je voudrais vous rappeler, pour ceux qui ont suivi l'actualité, qui ont perçu ce petit détail, c'est que depuis quelques années, et c'était encore vrai en avril dernier, on voit des tentatives de jeunes qui essaient d'arriver jusqu'au mont du Temple avec un petit agneau dans les bras pour faire le sacrifice pascal tel qu'il se pratiquait il y a plus de 2000 ans, mais pas simplement pour faire la Pâque selon le rite antique d'il y a 2000 ans, mais pour faire un pas de plus vers ce qu'ils espèrent constituer, c'est-à-dire la reconstruction du temple. C'est une politique des petits pas. On gagne encore quelques mètres. Itamar Ben-Gvir, qui est le chef du parti Otzma, puissance dont je parlais tout à l'heure, a fait un coup de force il y a quelques semaines. Il est monté avec tout un groupe sur le mont du Temple, qu'on appelle aussi esplanade des mosquées, pour faire des prosternations. Alors, ça n'a pas l'air très méchant, quelques petites prosternations. Mais derrière ça, il faut se rendre compte qu'il y a un agenda, il y a un programme. L'idée, c'est la reconstruction du temple. Et si le temple peut être reconstruit à l'emplacement des mosquées, je passe maintenant à l'aspect politique, mais vous vous rendez compte tous combien c'est extrêmement explosif. S'il y a temple, alors on peut rétablir le Sanhédrin, on peut rétablir la haute cour de justice. Si on peut rétablir la haute cour de justice, alors on peut commencer à appliquer le programme des 613 commandements. Bon, je suis très schématique,
Mais globalement, c'est exactement cela, le rêve et la ligne que veulent suivre ces personnages. Il y a quand même à tout cela, et heureusement pour nous, un frein très significatif. Non seulement la société civile dans son ensemble, le peuple juif dans son ensemble n'est absolument pas préparé et désireux aujourd'hui d'en arriver là, mais les autres partis dont je parlais, les autres groupes ultra-orthodoxes, piétistes et non ultra-nationalistes, considèrent que oui, il faudra bien un jour reconstruire le temple, mais que cette tâche est dévolue au Messie et que seul lui peut engager cette procédure. À partir du moment où ils ont posé cette condition, je vous le dis en toute quiétude, nous avons encore du temps devant nous et ce n'est pas pour demain, sauf miracle, mais je dis ça avec bien sûr un peu de cynisme, ce n'est pas pour demain que le Messie va reconstruire le temple. Dès lors, il n'adhère absolument pas à cette idéologie ultranationaliste et il freine cette aspiration. Ce qui ne les empêche pas, sur toutes les questions de piété et sur les questions de droit dans la société civile, d'avoir la même idéologie qui est une idéologie hiérarchisée et qui ont pour projet petit à petit de l'imposer. On voit par exemple les femmes refoulées au fond des autobus, essayer d'empêcher la mixité et plein de choses de cet ordre-là. Alors pourquoi suis-je inquiet? Ben, je suis inquiet parce que la société bouge, elle a considérablement évolué et que le nationalisme est très fort en raison de la conflictualité et pour toutes sortes d'autres facteurs qu'on pourra expliquer. La religiosité monte et le risque d'un mariage entre le nationalisme d'une part et la religiosité d'autre part peut, dans les décennies à venir, consolider de manière très significative ce camp ultranationaliste. Il y a même des conjonctions qui s'opèrent avec des ultra-orthodoxes, donc piétistes, qui sont en même temps des ultranationalistes. Vous voyez, il y a toutes sortes de composantes qui se constituent. Et je, si on ne fait rien, si la société continue à évoluer dans cette dérive-là de radicalité religieuse, alors oui, nous avons de très très bonnes raisons de nous inquiéter. Déjà parce qu'aujourd'hui même, dans les territoires, il y a des actions violentes menées par les colons qui considèrent que euh, euh, démocratie et nationalisme ne sont pas deux valeurs égales, mais que le nationalisme est prioritaire. Ils considèrent que ce qu'on appelle les territoires, c'est la terre d'Israël, et que les usurpateurs, ce sont les Palestiniens qui s'y trouvent. À partir de là, ils considèrent leur violence comme légitime, et oui, ils ont envie d'embraser la situation pour faire en sorte que la situation devienne inextricable et qu'on ne puisse plus en sortir. Je vais déjà céder le micro parce qu'on m'a demandé de ne pas être trop long, c'était une entrée en matière, mais je voudrais juste terminer par un point. Je le répète et j'y insiste, il existe à l'intérieur du judaïsme une vision humaniste qui aspire à des idéaux démocratiques. Des grandes figures rabbiniques orthodoxes défendent cette idée et le défendent encore. J'en donne de très nombreuses illustrations dans mon ouvrage. On ne doit pas considérer que la cause est perdue. On ne doit pas considérer que parce qu'il y a orthodoxie, automatiquement, il y a cette espèce de planche savonneuse vers laquelle on va glisser. Il y a beaucoup d'éléments qui donnent à espérer un sursaut de la société en Israël et d'ailleurs partout dans le monde. C'est ce qu'il faut espérer, que la religion ne devienne pas une cause de radicalité qui oppose des identités aux autres, mais qu'elle joue en fait le rôle à laquelle elle devrait être assignée, c'est-à-dire rapprocher les cœurs, rapprocher les identités et engager le dialogue interculturel, international et interreligieux. Aujourd'hui, on ne peut pas régler le conflit israélo-arabe si on n'engage pas un dialogue interreligieux, et certains y œuvrent beaucoup. Thérèse pourra nous en dire un mot, certainement, puisque elle-même, à titre personnel,
engagé très fort dans ce domaine-là. Donc, mon point de vue n'est pas celui du désespoir, mais celui d'une inquiétude et d'un appel à mobilisation pour que la religiosité soit le fer de lance de la fraternité et non pas l'inverse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, bon, évidemment, c'était très, très dense. Je suis sûre qu'il y a déjà beaucoup de questions. Juste avant peut-être de développer justement toutes les raisons d'espérer qui sont dans les sources du judaïsme aussi, donc tous les aspects humanistes, j'aimerais que vous reveniez sur deux choses. Vous avez dit le fondamentalisme nourrit le fondamentalisme. Ça me fait penser que ça a été dit aussi que le fondamentalisme n'est pas seulement juif, il est musulman, il est chrétien. Est-ce que ça ne veut pas dire que la notion de la vérité qui anime les trois monothéismes n'est pas le mal initial du monothéisme et crée le fondamentalisme? Est-ce que c'est pas et est-ce que justement le judaïsme a été en partie, je dis bien en partie, préservé du fondamentalisme dans la mesure où il n'était pas souverain sur une terre? Est-ce que le fait d'avoir une souveraineté, d'avoir acquis une souveraineté, même si c'est sur une terre petite comparée au monde chrétien ou au monde musulman, bien sûr, et même si on partage les idées de certains du grand Israël, mais le grand Israël reste assez petit finalement. Est-ce que ça n'a pas préservé le judaïsme pendant un certain temps? Et la deuxième chose à laquelle j'aimerais que vous répondiez, vous m'avez dit que cette problématique du fondamentalisme et de l'humanisme dans le judaïsme, c'était une problématique que vous aviez en vous depuis une quarantaine d'années. Donc, est-ce que vous pouvez un peu, en quelques phrases, nous faire un peu la genèse de voilà, comment ça a émergé, en tout cas chez vous, et peut-être 2, 3 grandes étapes de ce cheminement? Je vais essayer de répondre de manière très brève parce que, en fait, il y a beaucoup de questions dans vos questions. Et oui. Que le fondamentalisme crée le fondamentalisme, je crois que c'est la première prise de conscience qu'il faut avoir. Parce que à partir du moment où vous diabolisez l'autre, vous avez toutes les justifications de lui faire du mal. Et à partir du moment où vous êtes diabolisé, vous avez toutes les raisons de penser qu'il faut éliminer celui qui vous diabolise. Donc, dès qu'on rentre dans ce discours hyperbolique qui présente les choses sous les aspects les plus radicaux, relève les points les plus épineux et ignore les autres, on est piégé. Donc il faut sortir de ce traquenard et remettre en valeur les courants modérés, les courants qui recherchent l'humanisme, qui dans les sources bibliques, sont inspirés de l'idée fondamentale que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu, selon le récit de la Genèse, et qui en plus précise masculin et féminin, ce qui est quand même une dimension capitale de comprendre et d'admettre cette idée. En tout cas, elle est défendue par bon nombre de figures, c'est que cette dignité humaine fondamentale, elle est universelle pour tous les hommes et masculin et féminin. Mais ce n'est pas gagné dans la lecture fondamentaliste de ce même verset. Donc ça, c'est une bataille à mener. Votre remarque sur le statut de la vérité est capitale. Là, on ne pourra pas vraiment beaucoup développer ce soir, mais c'est de là qu'on est passé de l'âge antique ou de la société médiévale au monde moderne. On a basculé dans une idée où on ne peut plus tenir que l'on peut démontrer rationnellement l'existence de Dieu et que le droit politique est un droit divin. Ça, ce sont les choses qui se sont fracassées avec le monde moderne. Et aujourd'hui, les théologies les plus avancées récusent cette idée d'une vérité statique et unique. Et si on avait le temps,
je vous montrerai que dans la littérature ancienne rabbinique, on a un formidable midrash, un texte légendaire qui raconte que lorsque Dieu a voulu créer le monde, les anges se sont opposés, il y a eu toute une bagarre. Dieu en a eu assez, et il a jeté la vérité à terre. Les anges se sont indignés, et puis le texte dit que la réponse de Dieu, c'est que cette vérité, elle va exister, mais elle va grandir, elle va germer. Et là, dans ce mirage ancien, il y a l'idée que la vérité, c'est pas un objet, c'est pas une espèce de totalité qui est définie et que l'on peut même détenir. C'est une quête, et c'est une quête qui peut se mener que de manière plurielle à travers le dialogue et à travers l'échange. Ce qui m'amène à une autre partie de votre question, parce que vous l'avez sous-entendu, c'est que oui, la tradition juive a cette chance d'être héritière d'une culture du débat. Dans le Talmud, le Talmud n'est pas un ouvrage avec une introduction, avec un corps et avec une conclusion, hein. Ce n'est pas un traité, ce sont des ouvrages qui font état des centaines et des centaines de discussions rabbiniques, et on est en désaccord sur plein de choses, et tout cela sert de laboratoire et d'éléments de langage et de réflexion pour constituer du sens et de la norme. C'est une immense fabrique. Et alors oui, ça c'est un enjeu capital parce que c'est grâce à ce type de procédé qu'on peut espérer, à travers le dialogue, inventer un monde dans lequel justement la vérité se partage et non pas s'impose de manière unilatérale d'un individu à l'autre. Mais je ne voudrais pas mythifier les choses, parce que le judaïsme ne se réduit pas uniquement à cette culture du débat. Il y a eu également dans l'histoire du judaïsme des tentatives de resserrer les rangs, de définir des normes pour qu'on ne soit pas complètement dans le relativisme. Et du coup, il y a aussi des textes autoritaires ou qui essayent d'imposer une norme autoritaire. Et c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure lorsque je parlais, par exemple, de la codification de Maïmonide. Maïmonide est très, très dur envers ceux qui ne respecteraient pas le code et ceux qui seraient considérés comme des hérétiques. Donc c'est un vrai souci, et un des aspects de la modernité juive, c'est de revenir à la culture du débat talmudique parce qu'elle est extrêmement prometteuse. Je passe à l'élément suivant. Vous me demandez si le fait que le peuple juif soit devenu souverain n'a pas complètement bouleversé les choses. Ben oui, clairement. C'est sûr qu'à partir du moment où cette souveraineté est possible, et se réveillent les rêves de cette vision restauratrice antique des commandements fondamentaux. Quelque chose qui était pur fantasme dans le monde diasporique. Et ceux qui ont une conception messianique passéiste, oui, eh ben, sont rentrés dans cette radicalité-là. Quand on regarde dans le Talmud, on voit qu'il y a d'autres conceptions du messianisme, des conceptions évolutives de la loi, qui voient dans le monde futur, notamment, il y a certains textes kabbalistiques qui le disent, une égalité entre l'homme et la femme, par exemple. Ça, c'est quelque chose que Maïmonide n'aurait jamais accepté, mais qui existe dans d'autres sources. Vous voyez, donc, ce que fait l'État d'Israël, c'est qu'il oblige le peuple juif à devoir assumer des responsabilités collectives et à ne plus rester dans la théorie, mais de devoir décider de quel judaïsme on va rêver, mais de manière, passez-moi le paradoxe, mais de quel judaïsme on va rêver de manière réaliste. Voilà, ça c'est la question, et c'est un enjeu. C'est pour ça qu'il y a des juifs qui se veulent antisionistes parce qu'ils disent non, non, on doit rester dans l'exil. Notre vocation, c'est d'être déconnecté de l'histoire, en somme, et d'être dans ce rêve. Mais bien sûr, en face, il y a ceux qui disent non, assumons nos responsabilités, mais n'entrons pas dans la folie et dans la surenchère. Voilà, c'est le grand débat existentiel aujourd'hui qui nourrit le peuple juif. Et puis, là, je vais être très bref sur ma biographie, mais vous avez raison. Moi, j'ai fait mon alia, je suis parti en Israël en 77. J'étais porté, je le dis de manière très courte, par des textes que j'ai découverts jeune adolescent de André Neher, de Lévinas, de toutes sortes de grandes figures
qui développait une vision d'un idéalisme, d'un humanisme juif. Et quand je suis arrivé en Israël et que je suis rentré dans certaines yeshivot, passez-moi l'expression, je suis tombé le cul par terre. C'est-à-dire, je me suis rendu compte qu'il y avait un fossé entre la vision d'hommes qui ont intégré l'idée universaliste de ceux qui avaient une vision étroitement singularisée de ce qu'est l'identité juive. Quand on regarde toute l'histoire du peuple juif, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu ces deux tendances qui travaillent, euh, le- la singularité et l'universalité. Et là aussi, c'est un chantier. C'est quelque chose qui doit continuer à s'opérer. Heureusement, dans mon parcours, j'ai finalement découvert des cercles, mais là, je ne peux pas faire le détail maintenant, des cercles qui m'ont permis de respirer et de me rendre compte qu'on pouvait être très engagé sur le plan de sa foi, tout en étant dans cette ouverture, dans cette volonté de dialogue et recherche de fraternité. Thérèse, peut-être, ou Bouchra? J'allais justement proposer de passer la main à Bouchra ou Thérèse, selon. Oui, moi j'ai plein de choses qui me sont venues au fur et à mesure que j'écoutais Yvonne. Mais peut-être que je veux rebondir sur la dernière chose qui vient d'être dite. Euh, il me semble que, bon, pour vivre en Israël depuis assez longtemps aussi, c'est évident que je vois cette évolution énorme. Euh, on le voit dans les vestimentaires, dans le côté vestimentaire, ces grandes périodes des jeunes, on voyait pas ça il y a 20 ans, 30 ans. Euh, mais moi, je me dis parfois, bon, peut-être qu'Israël est dans une crise d'adolescence, parce qu'en fin de compte, on est dans un pays jeune et qui a eu une certaine fondation avec une certaine forme de population. Quand Ben Gurion a fondé, c'était pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, peut-être d'ordre de la, pour ça j'appelle ça crise de l'adolescence, pour qu'on passe, il y a peut-être des choses qui doivent changer, qui doivent évoluer, etc. Mais surtout, ce que je crains, moi, souvent, ici en Israël, c'est un peu une mentalité de ghetto. Parce que Rivonne parlait tout à l'heure du dialogue et de l'ouverture, mais en fin de compte, je réalise que on a beaucoup plus de contacts juifs, non juifs en dehors d'Israël qu'en Israël. Euh, Si vous regardez un peu la population, il y a très peu de juifs qui connaissent des chrétiens ou des musulmans, vraiment. Quand on veut faire quelque chose d'interreligieux, on va toucher des personnes qui sont, euh, qui ont déjà un certain niveau de culture ou qui sont déjà ouvertes d'avance. Mais vous avez toute une part de la population israélienne non religieuse qui est très curieuse, par exemple vis-à-vis des chrétiens. Mais en fin de compte, il y a un peu ce phénomène de repli de repli sur soi qui vient évidemment aussi de la situation de conflit qui empêche de pouvoir s'ouvrir sur les autres et d'aller. Mais, et ça, moi, je le constate pas seulement chez les religieux. Je le constate aussi, c'est des jeunes laïcs qui ont. Et je le constate à travers l'éducation. C'est-à-dire que vous avez l'éducation à l'école gouvernementale, hein, je ne parle pas des écoles, l'histoire et ce qu'on raconte, par exemple, sur le christianisme, ça, une fois qu'on est sorti des croisades et de l'Inquisition, c'est fini, quoi. Et donc, il y a un énorme. Quand on parle de contre-feu qu'il faut allumer, moi, je pense qu'il y a cette question de l'ouverture, cette altérité qui normalement est au cœur du judaïsme, mais qui a beaucoup de mal, en fin de compte, à s'exprimer souvent en Israël, pour multiples raisons. Soit du côté des fondamentalistes, parce qu'ils n'ont pas, surtout pas besoin d'aller dialoguer avec un autre qu'un juif, soit du côté même de certains laïcs, parce que tout simplement la vie vous rattrape et puis qu'on est on est dans un milieu et puis qu'on ne va pas s'intéresser forcément à autre chose, soit parce qu'effectivement l'autre est menaçant ou on ne veut pas le connaître. Donc, je pense que ça, c'est un point au niveau des contre-feux qui est extrêmement important. Et, et c'est pour ça que le dialogue interreligieux, tout ce qui peut
tout ce qui peut se faire sur place ici pour entrer dans la connaissance de l'autre et et me paraît fondamental. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est cette idée de l'âge d'or. Parce que moi, en écoutant Rivonne et en voyant un peu comment le monde se comporte en ce moment, je me dis c'est quand même une tentation récurrente quand il y a dans des situations de danger ou de menace ou de perte de sens ou peu importe quoi dans l'évolution des sociétés, d'avoir un peu un rêve ou de penser qu'il y a un âge d'or vers lequel on va retourner et qui effectivement va régler beaucoup de choses. Et je pense que ça, c'est très juste d'avoir dit ça. Et c'est pareil, ça rentre aussi dans l'éducation ou dans la prise de conscience que l'âge d'or n'existe pas et on est dans un monde qui avance définitivement vers les temps messianiques, mais c'est pas en rétablissement le passé qu'on va pouvoir, d'une part, faire advenir le Messie et d'autre part, construire une société qui correspond aussi au dessein de Dieu et au plan de Dieu sur Israël. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je veux dire. J'aurais peut-être d'autres points, mais je vais laisser Alors, Bouchra parler aussi. peut-être qu'avant que Bouchra intervienne, je voudrais peut-être brièvement réagir à ce que vient d'être dit par Thérèse. Euh, Vous avez évoqué la crise d'adolescence. Je pense que ce terme est juste parce que relativement, non seulement l'État est jeune, mais il est tellement bousculé par toutes sortes de crises qu'il se transforme, il n'arrête pas de se transformer. Effectivement, le judaïsme dit l'État d'Israël d'aujourd'hui et d'il y a 30 ans n'est pas le même. Il est encore moins le même que de celui d'il y a 60 ans. Et on peut s'imaginer et réfléchir à ce qu'il peut être dans 30 ans. Alors, ça peut aller vers le cauchemar que je redoute, si on fait rien et si on ne se mobilise pas. Mais il peut aussi y avoir des synthèses, et notamment le fait qu'il y ait un conflit, que l'État d'Israël soit dans une telle tension, ne peut pas lui permettre de continuer à rester spartiate, entre guillemets, une forteresse repliée sur elle-même, qui va continuer à lutter incessamment contre une culture étrangère. Et puis les gens voyagent, les gens découvrent. Il peut y avoir des renversements et se rendre compte qu'il n'y aura pas de solution au Proche-Orient sans d'abord résoudre en amont les questions de l'acceptation de l'altérité, de connaissance de qui est l'autre véritablement, au lieu d'être dans des logiques de diabolisation. Donc, à terme, il est possible que ce ghetto, et je suis d'accord avec l'analyse, ce ghetto peut exploser, ou peut en tout cas donner lieu, par nécessité, à des ouvertures inattendues. Une autre manière de considérer les choses, c'est que, contrairement au sionisme officiel des premières décennies, qui voulait à tout prix que tous les Juifs migrent en Israël, et considérait que être membre de la diaspora ou rester en diaspora était une forme de traîtrise, euh, il faut défendre, à mon avis, l'idée aujourd'hui que c'est une richesse pour le peuple juif qu'il y ait d'une part un État national, mais qu'il y ait aussi une diaspora au contact justement des autres identités. Et je crois que c'est une chose que les Israéliens doivent comprendre, c'est que les diasporas, ce ne sont pas des sous-Israéliens ou des proto-Israéliens, mais ce sont des Juifs qui sont en contact avec l'universel. Et que c'est dans ce rapport de diaspora-Israël qu'il peut peut-être naître un espoir sur le judaïsme de demain. C'est quelque chose, à mon avis, sur quoi il est absolument indispensable de travailler. Je voudrais juste rappeler aux spectateurs, aux participants, que vous pouvez poser des questions en appuyant sur la touche Q et R et que les intervenants, les Yvonne et les autres éventuellement, y répondront. Voilà, transmettez-nous vos questions. Juste aussi, Thérèse, tu ne t'es pas présentée. Oui, Il faut se présenter. oui, donc je m'appelle Thérèse Gottstein, André von Gottstein. J'habite en Israël, en Pointillé. Je suis arrivée la première fois en 82, mais là je suis à temps plein maintenant. Euh, je suis membre, entre autres, donc j'ai fait des études de théologie à Paris, spécialement sur les relations
de la théologie catholique au judaïsme depuis la fin du Concile. Et j'appartiens ici à Jérusalem à un centre, un institut Elijah, qui a été fondé par mon mari et qui est un institut de dialogue interreligieux. Donc là, largement, pas simplement judéo-chrétien. Bouchra, est-ce Oui, que tu veux vous m'entendez? intervenir? Ben, oui, si vous voulez, ouais, ouais. Oui, on Ouais, veut. Ouais, tu te présentes? oui, Alors, alors moi, justement, quelqu'un vient de poser une question, vient de dire, on voudrait entendre Madame Azouz. oui, Voilà. c'est ce que j'ai vu aussi, ouais, ouais. Alors moi, je suis Bouchra Azouz, donc je suis réalisatrice, je suis une militante féministe et une militante aussi du dialogue judéo-arabe ou judéo-musulman, comme on voudra. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier, Rivonne, pour votre propos qui est hyper clair, hyper riche, hyper éclairant, quand on ne connaît pas forcément toute cette culture du judaïsme et surtout de ces mouvements de fond qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui se confrontent. Et en fait, on se rend compte effectivement que les fondamentalismes sont... alors nous, de notre côté, du côté musulman, on les a bien identifiés et c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, très palpable et très conscient et très étudié et très confronté. Et le fondamentalisme juif, en fait, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément une vision aussi claire. Et c'est pourquoi c'est vraiment très intéressant votre intervention, parce que finalement, on se rend compte que ce sont ces deux mouvements de radicalisme et anti-humaniste, en fait, qui sont en train de prendre le dessus. Et l'une des questions, c'est de savoir si justement vous êtes optimiste sur la suite, mais vous avez déjà commencé à répondre à ça. Mais je voudrais faire plutôt, avant de poser des questions, quelques remarques. C'est que, en fait, ici, depuis la France, c'est pas forcément une grille d'analyse qu'on a. Le narratif, il est plutôt concentré autour du fait que on a une démocratie qui est Israël au milieu d'un Moyen-Orient où on a ces mouvements fondamentalistes qui sont très forts et qui sont une menace. Et j'ai l'impression qu'on est aussi un petit peu à côté de la problématique en ne traitant pas de cette question-là, qui finalement, on le voit bien, et vous l'avez rappelé, au niveau de la Knesset, des mouvements fondamentalistes qui sont à l'œuvre et qui expliquent très certainement aussi l'enlisement dans l'extrême violence dans laquelle on est et où on est spectateur sans pouvoir justement avoir tous les éléments pour pouvoir analyser de façon la plus juste possible ce qui est en train de se passer. C'est vrai qu'ici, on a totalement éludé cette question du fondamentalisme juif et qui explique, encore une fois, en partie ce qui se passe en ce moment. Donc ça, c'était un premier point. Et du coup, la question qui suit, justement, c'est est-ce que finalement le fondamentalisme juif, le fondamentalisme en Israël, c'est pas un meurtre programmé finalement du judaïsme? Ça, c'était une première question. Et puis, qu'est-ce qui explique, selon vous, que ici, depuis la France, c'est pas du tout un élément d'analyse de la situation? Et est-ce que vous pensez pas que euh, ça, comment dirais-je, ça met en péril aussi quelque part une approche ou en tous les cas une mobilisation pour la paix au Proche-Orient. Voilà, pour l'instant, c'est un peu les questions que j'ai, mais j'ai tellement de remarques et de questions. Puis il y en a une autre aussi quand même que j'aimerais bien poser là tout de suite. C'est qu'il y a aussi une espèce d'antagonisme, c'est-à-dire
cette nécessité d'un État qui est Israël, et en même temps, cette lame de fond que vous décrivez. Et est-ce que la sécurité absolument évidemment nécessaire de l'État d'Israël n'est pas aussi en Israël ce point faible finalement qui permet à ces fondamentalismes de s'organiser, de se structurer et finalement de peser en Israël. Enfin, en tous les cas, sur les décisions et les orientations politiques aujourd'hui. Alors, Bouchra, je vais commencer par votre dernière question et je vous donne entièrement raison. Je pense que la question sécuritaire confisque les consciences, accapare les consciences, occupe tout le débat, étouffe les autres dimensions qui pourtant devraient jouer un rôle capital pour la vie civile et pour la résolution du conflit. Même quand on écoute la télévision israélienne, il y a des journaux télévisés qui n'en finissent pas, qui durent entre 1h30 et 2 heures chaque soir. Bon, la situation, il faut le reconnaître, est tellement cataclysmique que l'essentiel, c'est le sécuritaire. C'est 90%, et les 10%, c'est la politique politicienne. Comment Netanyahou parvient à rester au gouvernement, à faire du slalom pour toujours rester là où il se trouve, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais finalement, oui, ça accapare toute la conscience et ça les empêche de réfléchir à des questions tout à fait importantes de la vie, le sens de la vie, la culture. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de culture en Israël, mais on ne met pas suffisamment en valeur, justement, les débats sur le sens de l'existence, sur le sens de cet État, toutes sortes de questions fondamentales qui disparaissent en raison de l'état d'urgence. Alors, c'est un problème. C'est pas en train de se résoudre. Pour l'instant, on est en plein milieu de cette crise et on peut difficilement parler d'autre chose aujourd'hui que de la question sécuritaire. Mais on doit bien se rendre compte que, comme je le disais tout à l'heure, il y a les actions des colons dans les territoires, dont certaines sont très violentes, ou des propos qui sont sortis, qui sont exprimés, qui sont inacceptables, et qui montrent, qui laissent apercevoir ce visage de cette religiosité radicale. Et on voit bien aussi l'axe iranien avec ses proxys et son ambition avec aussi un programme apocalyptique du triomphe de l'islam, d'ailleurs de l'islam chiite, du retour du Mahdi, de l'apparition de l'imam caché. Enfin, il y a un enjeu théologique qui surgit, parce que si l'Iran s'acharne à ce point contre Israël, il ne faut pas croire que c'est par solidarité pour les quelques centaines de milliers ou quelques millions de Palestiniens. Ils ont eux-mêmes leurs propres fantasmes et leurs propres programmes. Alors, est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste? Moi, je veux être optimiste. Et c'est une décision. Catherine a eu la gentillesse, quand elle m'a présenté, de dire que je m'étais beaucoup occupé sur un plan philosophique et comme intérêt culturel. J'ai beaucoup travaillé sur la question du libre arbitre et du déterminisme. Eh bien, quand on croit à l'existence du libre arbitre, si on est optimiste ou pessimiste, c'est un choix. Voilà. C'est pas, la réalité ne permet pas d'être ni dans un sens ni dans l'autre. On doit à un moment se dire que nous, les humains, nous ne sommes pas simplement les individus victimes des grands mécanismes de l'histoire. Il y a parfois des individus, des personnalités qui surgissent, qui par la force de conviction parviennent à produire des mutations inouïes et inattendues. On a vu ça tout au long de l'histoire. Donc, il faut faire émerger cela. Et c'est pourquoi, je vais faire un peu d'humour, mais j'ai envie de dire, humanistes de tous les pays, unissez-vous. On a un combat à mener. On ne peut pas rester passif et rester. Ça, c'est un point que vous avez soulevé.
comme vous l'avez dit quand vous avez parlé des analyses en France, dans une espèce de non-dit sur la question religieuse. Parce que ça, effectivement, c'est assez caractéristique de ce qui se passe. D'abord, il y a une espèce d'inhibition très française de ne pas parler trop du religieux ou de rentrer trop dans le religieux parce qu'on a séparé l'État de la religion. Du coup, la religion, c'est cette chose qui fait peur, cette chose un peu inconnue. Et quand on l'analyse uniquement sous son angle politique, sous son angle sécuritaire ou militaire, et on n'entre pas, encore une fois, dans le logiciel, dans la logique et dans la dimension culturelle. Et c'est pour ça que je comprends, que j'estime qu'effectivement, en France, on comprend très mal le conflit qui se passe au Proche-Orient. C'est pas qu'il y a des mauvais journalistes, c'est qu'il y a une mauvaise orientation. On ne comprend pas les choses que j'ai par exemple développées ce soir, la composante des partis, comment ils se positionnent, quelle est leur vision sur 20, 30 ou 40 ans, on n'en parle pas. Mais parce que les journalistes n'y comprennent rien. Ils ont peur du religieux, c'est pas leur sujet, et donc ils parlent de ce dont ils savent parler. Mais du coup, on est privé d'une information primordiale. Je- Il y a des c'est très questions, intéressant ce que il y a tu... beaucoup de questions qui arrivent. Je laisse Euh, Thérèse poser des questions. Moi, ce que je voudrais aussi rajouter, enfin, en voyant en Israël, il y a deux choses, parce qu'en fin de compte, il y a une conjugaison en ce moment. Tu as bien expliqué tout à l'heure le fondamentalisme et les ultra-orthodoxes. En fait, c'est pas vraiment la même chose. Et moi, je vois que le monde ultra-orthodoxe, je pense, il réagit, euh, il y a une forme de peur de la modernité qui s'introduit de plus en plus avec l'Internet. Alors maintenant, on va par exemple à la porte de Jaffa, les jours de fête, et on voit des ultra-orthodoxes, donc là pour le coup avec le chapeau, qui tiennent une affiche en disant on peut être heureux sans Internet. Donc, il y a un mouvement comme ça des ultra-orthodoxes et je pense que cette réaction, par exemple, vis-à-vis des femmes, où on voit de séparation de plus en plus grande, où on voit des femmes maintenant qui sont complètement voilées, on les appelle les talibans juives, où on va, par exemple, autrefois, on pouvait, le jour de la fête, pas de la fête, de la commémoration de la destruction du temple à Tisha B'Av, on pouvait s'asseoir ensemble en famille dans l'arrière de l'esplanade du temple pour dire ensemble par terre le livre des Lamentations. Maintenant, c'est plus possible. Il y a des séparations de plus en plus grandes. Et ça, je ne pense pas que ça vient des fondamentalistes. Ça vient d'une peur de la modernité, de ces milieux ultra-orthodoxes qui, en fin de compte, vivent en vase clos et un peu en dehors de la réalité. Seulement, il y a une connexion aussi avec ces fondamentalistes et que ces gens-là se retrouvent ensemble au gouvernement. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que on manque cruellement de leaders. Parce que dans tout ce conflit actuellement, dans tout ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on entend de la part des grands rabbins en Israël? Absolument rien. Où sont nos leaders? Où sont des personnes qui ont une parole spirituelle, une parole de leader spirituel? En tout cas, dans ceux qui normalement devraient avoir cette fonction, on ne les a pas. Et donc ces jeunes de la colline là, qui vont faire qui vont faire qui vont dans les villages palestiniens, etc. Qui sont les rabbins qui les enseignent? Parce que c'est des jeunes qui se laissent prendre. Donc on est, je pense aussi en Israël actuellement dans une grande pénurie de véritables leaders spirituels. Et c'est ça dont on aurait besoin pour justement cette parole d'humanisme dont il a été question tout à l'heure. Alors, je vais peut-être Alors, pas oui. réagir parce que je crois qu'il faut laisser place aux autres questions maintenant. Alors, on va laisser effectivement place aux questions des participants, mais j'aurais juste faire deux, trois petites remarques très, très, très rapides pour réagir à deux, trois petites choses qui ont été dites. Rivonne, tu as parlé de la forteresse éternelle de certains groupes comme ça qui se barricadent dans leur certitude. Et comme quoi voilà, Israël serait assiégé jusqu'à la nuit des temps. Je voudrais juste, j'ai pu interviewer une rescapée de Nova, Laura Blachman-Kedar, qui a écrit un livre, et il se trouve que cette jeune femme qui a une trentaine d'années habite à Ramleh. Et quand elle est rentrée après des heures et des heures où elle s'est cachée et où elle a réussi à survivre,
Elle est rentrée chez elle à Ramleh, qui est une ville mixte avec des Juifs et des Arabes qui habitent les uns à côté des autres. Et ses voisins de palier lui sont tombés dans les bras en disant « Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire à Gaza? Ce sont des dingues », en parlant des gens du Hamas. Et quand j'ai demandé à Laura, mais comment vous vivez cette proximité avec les Arabes aujourd'hui, elle m'a répondu, c'est parfois très difficile. C'était 3-4 mois après, elle m'a dit, je sursaute souvent quand j'entends l'arabe derrière moi, mais je veux continuer à croire dans la coexistence. Et je ne suis pas sûre que, je ne me souviens pas, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait utilisé le terme de paix. Je veux continuer à croire dans la possibilité de vivre ensemble, même si j'aime pas cette expression. Mais parce que sinon, c'est quoi l'alternative? C'est imaginer qu'on va se tuer jusqu'à la nuit des temps, que le sang va couler jusqu'à la nuit des temps. C'est pas possible de vivre comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, encore plus brièvement, sur les médias et le religieux. Il se trouve que j'ai écrit, comme Michel l'a gentiment rappelé, un livre sur les chrétiens en Terre Sainte. Et j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de mes confrères. C'est même pas c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est pas qu'ils s'intéressent pas, c'est qu'ils refusent de s'intéresser aux religieux et qu'ils refusent d'admettre la dimension religieuse du conflit ou de la réalité, je veux dire, territoriale, géographique, démographique de cette région. Or, pour toute personne qui a vécu en Israël ou en Palestine, on sait bien que tout est religieux. Enfin, le religieux, il est partout, même dans la publicité. Moi, ça m'a frappé quand je suis arrivée en Israël en 98 et que j'ai découvert la télévision israélienne. C'est bourré de publicité avec comment dire, des allusions, des références à la Bible, aux traditions vestimentaires ou culinaires, et aux rabbins truc machin. Enfin, c'est omniprésent. Donc, on ne peut pas échapper aux religieux dans ce pays. Alors, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Faut faire avec. Et donc, on ne peut pas bien rendre compte en tant que journaliste de ce pays ou de cette région si on ne tient pas compte de cette réalité. Voilà. Et donc maintenant, the floor is yours, chers participants. Alors, il y a beaucoup de questions, hein. La première question, c'est notre ami de Tel Aviv, Dror Soulaper, que je salue, Dror, qui pose la question suivante. Est-ce que le mouvement libéral, le renouveau libéral qui s'est manifesté par ces grandes manifestations pendant un an et qui continue d'une certaine manière encore aujourd'hui, ces manifestations qu'on a qualifiées de manifestations libérales ou de laïques contre les religieux et qui avaient d'abord pour objet la question de la réforme judiciaire, est-ce que ce mouvement donc libéral ou anti-théocratique, est-ce qu'il participe aussi, puisqu'il est principalement politique, d'un certain renouveau spirituel juif, alors qu'il est dans ces manifestations essentiellement politiques? Alors, moi, je dirais non au premier degré. Au premier degré, le souci de ces manifestants, c'est de maintenir les institutions qui garantissent l'état de droit, avec notamment la séparation des pouvoirs. Mais quand on analyse bien la situation et qu'on se demande, mais de quoi on a peur au juste? Parce qu'on peut toujours réfléchir à de meilleurs ajustements entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. C'est des choses qui se discutent dans n'importe quel État. De quoi a-t-on peur? Ben, on a peur de ce qui se passe en Hongrie, on a peur de ce qui se passe dans d'autres États libéraux, mais on a peur aussi, justement, du fait que l'on veuille imposer ou donner des lois religieuses ou donner des privilèges à des groupes qui pourraient justifier simplement qu'ils ont la majorité au Parlement grâce à des coalitions et qu'ils puissent éviter que la Haute Cour de justice impose des règles d'état de droit, d'égalité des citoyens. Ça, c'est la peur. Donc, effectivement, le glissement vers un État théocratique est en jeu en arrière-fond de cette réforme. C'est un vrai souci. Donc, je crois qu'il y a des gens qui prennent conscience qu'il y a un lien. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps,
le rabbin Yitzhak Yosef, grand rabbin d'Israël séfarade. Parce qu'en Israël, comme dans toutes les histoires juives, on ne peut pas avoir un seul grand rabbin. Il y en a au moins deux, un ashkénaze et un séfarade. Le grand rabbin Yitzhak Yosef, lorsqu'il y a eu les histoires de la réforme judiciaire, a dit qu'il fallait en terminer avec la haute cour de justice et il les a qualifiés de réformim. Les réformim, c'est la plus grande insulte que l'on peut faire à quelqu'un, c'est-à-dire ce que je suis moi, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui ont une vision moderniste du judaïsme et qui veulent, par exemple, l'égalité des hommes et des femmes dans la pratique religieuse. Mais les gens de la haute cour de justice n'ont rien à voir avec les réformes dans la bouche de ce Yitzhak Yosef. Mais pour lui, il met tous les crabes dans le même panier parce qu'il comprend bien que derrière l'état de droit, il y a des valeurs. Et il y a des valeurs notamment d'égalité. Et que ces valeurs d'égalité, elles vont avoir des implications dans tous les domaines, y compris dans le domaine religieux. Donc pour lui, ce sont des fantômes qui, quelque part, se ressemblent tout en sachant très bien qu'ils ne sont pas les mêmes, mais il les assimile pour agiter des spectres, pour faire peur, pour faire peur aux gens, parce que les réformim, c'est quelque chose qui, encore en Israël, apparaît comme une créature étrange venant des États-Unis, et donc c'est un moyen de maintenir le troupeau. Mais on voit bien qu'autour de la réforme, la question religieuse se greffe. Dernier exemple, c'est la question de la conscription. C'est un grand débat que tous les ultra-orthodoxes refusent de participer à la défense et de s'engager dans l'armée. C'est un gros problème sécuritaire pour Israël. Ils l'obtiennent grâce au fait qu'ils sont dans les coalitions et que le gouvernement ne tienne que par leur soutien, mais il n'est pas plus antidémocratique que ce privilège qui leur est accordé. Donc, une haute cour de justice qui rend le droit et qui impose l'égalité des citoyens, pour eux, c'est contre leurs privilèges. Et ça fait partie de nouveau de cette logique que j'appelle fondamentaliste, c'est-à-dire avec une hiérarchie imposée, et qu'ils estiment que quelqu'un qui est religieux n'a pas le même statut que celui qui ne l'est pas, et donc a droit à certains privilèges. Oui, autre question, Rivonne. Alors, c'est une question un peu sceptique. Ben, plusieurs personnes sont un peu sceptiques, saluent ton discours et trouvent que c'est très bien absolu, mais sont sceptiques sur le fait que l'environnement hostile à Israël rende difficile une ouverture à la fois sur le plan politique et aussi sur le plan du judaïsme, et que finalement, cette hostilité depuis la naissance d'Israël de la part de ses voisins et souvent ennemis, et quelque part est la cause principale de cette montée du fondamentalisme. Mais comme je le disais tout à l'heure, un fondamentalisme alimente un autre. Donc, je leur donne raison. Euh, oui, les gens en Israël ont une véritable peur et ils ont de bonnes raisons d'avoir peur du fondamentalisme qui les environne. Le problème, c'est que la réponse est mauvaise. Si la réponse est de créer un autre fondamentalisme ou de soutenir un autre fondamentalisme, on alimente le conflit au lieu de le désamorcer. Et puis, il y a aussi ce réflexe chez certaines personnes de dire, on a déjà suffisamment d'ennemis, il ne faut pas parler des problèmes que nous avons à l'intérieur et pas souligner nos faiblesses et pas dire que chez nous, on a des fondamentalistes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les fondamentalistes, ils n'ont pas besoin de mon livre pour qu'on parle d'eux, ils parlent d'eux tout seuls. On voit bien ce qu'ils font, par telle et telle action et comment ils parlent aux médias dans le monde. Et les gens se rendent compte qu'il y a un visage terrifiant qui est une des facettes d'Israël. Donc, il faut oser prendre le taureau par les cornes, parler du problème, s'y confronter et surtout développer, comme je l'ai dit, l'antidote et montrer qu'il y a d'autres choses dans le judaïsme. Et je crois que ce qui doit sauver du judaïsme radical, c'est le judaïsme modéré. Et de la même façon, tous ceux qui veulent réformer l'islam, qui va sauver l'islam? C'est les musulmans. C'est eux qui doivent faire ce travail. On peut les encourager à le faire, mais c'est eux qui doivent le faire. On peut souhaiter que dans le monde musulman apparaissent des courants modérés qui tiennent la dragée haute contre les intégristes. Il faut le souhaiter, il faut les encourager. Et il faut faire la même chose en Israël. Et dans le monde. En Israël, je crois que c'est important aussi pour ceux qui participent de voir que il existe en Israël aussi des courants, y compris orthodoxes, qui développent aussi cette idée d'humanisme Oui, oui, et oui. qui essayent d'allumer des contre-feux
par exemple, vous avez maintenant des bed-din, donc des tribunaux rabbiniques qui veulent faire des conversions, même s'ils n'en ont pas normalement, qui sont des conversions qui sont légitimes, qui sont bonnes, je dirais, qui sont valables, même si elles ne sont pas légitimes, parce qu'ils n'ont pas le droit normalement, au niveau de la loi, de les faire, mais ils le font quand même. Vous avez aussi un groupe avec un rabbin, Aaron Leibovitch, qui aussi travaille aujourd'hui sur la question de la cacheroute. Parce que la cacheroute, c'est aussi un monopole juteux. Et lui, il travaille justement à promouvoir aussi, de retirer en fin de compte ce super pouvoir du monde ultra-orthodoxe sur le monde religieux. Et ces gens-là sont souvent aussi des gens qui sont dans des mouvements beaucoup plus d'humanisme, dans des genres de dialogue, dans des expériences aussi de rencontres avec des Arabes, des Palestiniens ou des Arabes, etc. Donc Oui, ça veut dire qu'il y a aussi des germes, cette fameuse vérité qui germe et qui peut donner du fruit. Il y en a, c'est pas la majorité, mais ça existe. alors, c'est une remarque importante parce que beaucoup de gens assimilent automatiquement orthodoxie avec fondamentalisme. C'est ça. Alors, c'est pas vrai. Il existe aujourd'hui une frange et qui, dans les dernières décennies, a connu un développement qui n'est pas négligeable, qu'on appelle orthodoxie moderne. Il y en a qui n'aiment pas le terme moderne, ils disent open orthodoxie, l'orthodoxie ouverte. Ils cherchent un terme qui soit entre guillemets cachère, mais c'est clair que cette orthodoxie-là, c'est une orthodoxie entre guillemets, dans le langage occidental, c'est une orthodoxie libérale, c'est-à-dire une orthodoxie qui veut les droits des êtres humains. C'est une orthodoxie qui veut le dialogue des cultures et des religieux. C'est une orthodoxie qui milite pour un meilleur statut de la femme. Il y a aujourd'hui, et c'est un phénomène depuis seulement quelques décennies, des femmes rabbins orthodoxes. Donc, il y a des choses qui bougent. Et il y a aussi une majorité silencieuse, beaucoup de gens qui sont des gens pratiquants en Israël et qui, dans leur conviction personnelle, ont une approche humaniste. Mais ceux-là, justement, il faut les aider à cristalliser leurs idées et à se mobiliser et pas rester simplement dans la passivité qui permet aux radicaux de s'accaparer du discours. Mais est-ce que finalement, cet humanisme, il apparaît pas un peu comme une utopie dans un contexte quand même qui s'impose, qui est lourd? Vous avez fait référence à l'Iran, qui est probablement le plus grand, j'allais dire, ennemi d'Israël dans la région et dont on sait que les travaux un peu enfin, de fabrication de l'arme nucléaire, dont on suppose en tout cas que c'est elle. Est-ce que justement cette utopie finalement humaniste ne se fracasse pas à l'aune de ces réalités politiques qui sont là et finalement on est dans un espèce de cercle infernal qui se fait, j'allais dire, au détriment aussi de ce peuple palestinien. Et on a l'impression quand même, malgré, et Dieu sait que je suis une grande humaniste et une grande optimiste, mais on a quand même l'impression que on est dans une espèce de logique qui s'est installée et qui, hélas, ne va pas nous donner raison de sitôt. Et on voit s'éloigner quand même aussi cette perspective de deux peuples, deux États qui serait aussi une solution pour commencer à installer cette utopie et permettre à cette majorité silencieuse qui veut vivre en paix, qui veut pouvoir élever ses enfants d'un côté comme de l'autre, en donnant une vie pacifique et une chance à leurs enfants de pouvoir arriver à l'âge adulte. C'est une tragédie quand même. Bouchra, je suis obligé de vous dire que si on regarde objectivement aujourd'hui la situation, on doit vous donner raison. Mais moi, je crois que l'histoire, comme j'essaie de le dire tout à l'heure, est faite de rebondissements. Et ce n'est pas toujours la raison ou le grand courant qu'on estimait devoir couler qui coule. Ça dépend de personnalités qui tout d'un coup percent ou des individus, ou pas seulement des individus, des groupes qui se constituent patiemment et qui petit à petit arrivent à changer. Le monde a évolué. Quand on regarde à ce qui se passait il y a un siècle, 2 siècles, 3 siècles, il y avait des choses épouvantables. Regardez
comment la conception de la peine de mort a évolué dans les pays occidentaux. Ça ne s'imposait pas et on pourrait trouver de très nombreux exemples. Donc, nous avons aussi des raisons de garder l'optimisme. Tout à l'heure, j'ai peut-être interprété à titre personnel, j'ai rencontré à Paris une personnalité qui s'appelle Mohamed Ali Amir Moazi. Mohamed Ali Amir Moazi est un spécialiste de l'islam chiite. Il est lui-même, il a des origines iraniennes. Il a fait une grande conférence avec un chercheur israélien, Meir Baracher, dans ma communauté, pour parler des liens et de l'histoire entre judaïsme et islam. C'était incroyable de voir ces deux personnalités être des frères. Ils étaient l'un toujours lié au monde chiite, l'autre au monde religieux juif, mais ils se parlaient en frères. Il n'y a pas d'antagonisme fondamental entre ni le chiisme, ni le sunnisme musulman et le judaïsme. Il y a des moyens de s'entendre, et à condition de sortir des pièges qu'on a essayé de signaler ce soir. Donc ça existe, les rapports humains existent. C'est souvent d'ailleurs des universitaires. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a écrit une œuvre monumentale qui s'appelle Le Coran des historiens. Il a osé prendre le Coran et montrer que le Coran a une histoire. Il s'est attaqué à un sujet tabou, mais il l'a fait. Eh bien, des hommes courageux comme ça vont petit à petit transformer les mentalités, éduquer les mentalités. Même chose pour le judaïsme. Le judaïsme aussi a une histoire. Ce n'était pas évident de le dire, parce qu'on a aussi une vision mythique que tout est descendu au mont Sinaï et que le judaïsme n'a jamais véritablement évolué. Donc, il faut de la patience et il faut énormément de courage. Ce n'est pas le plus facile, mais c'est ça dont on a besoin. Et de la fraternité. Oui. C'est d'ailleurs ce qu'on pratique, ce qu'on essaie de pratiquer à notre échelle dans le groupe Shalom Salam, aussi bien en Israël qu'ailleurs, avec Bouchra et avec d'autres. Parler fraternellement et discuter et créer des liens humains d'amitié. Et à ce propos, je signale aussi que hier ou avant-hier, à l'ONU, il y a eu une réunion entre le président, à laquelle a participé entre autres le président iranien et un historien israélien avec l'accord du gouvernement israélien. Et c'était une réunion interreligieuse. Donc, on peut se parler, puis il y a des choses parfois. Vous vous souvenez de cette partie de ping-pong entre Chinois et Américains qui était inattendue, je crois que c'était en 71, 72. Il y a parfois des choses étonnantes. Quand on est vraiment au fond du trou, et bien parfois on peut remonter. Là, pour les gens qui posent des questions, je veux dire deux choses, parce que je suis un peu débordé par les questions. Et entre le téléphone, bon, très compliqué. D'abord, vous ne pouvez pas, j'en suis désolé, vous ne pouvez pas intervenir. C'est-à-dire qu'il faut poser les questions par écrit. Il y a plusieurs personnes qui disent, je voudrais prendre la parole. La règle du webinaire est comme ça. Tout le monde ne peut pas prendre la parole. Par contre, tout le monde peut poser des questions. Deuxièmement, posez-moi, s'il vous plaît, des questions. Et si c'est juste pour faire des réflexions, je ne transmettrai pas vos réflexions. Vous voyez, des réflexions, des plaisanteries, des choses comme ça, je ne les transmettrai pas. Et c'est amusant, mais ça n'a pas un grand intérêt. Donc, posez des questions précises, s'il vous plaît, par écrit. Alors, on en a un certain nombre. Alors, je ne peux pas toutes les poser, donc j'essaye de les regrouper. Là, il y en a une très précise de Abdesalam Kleish, que je salue. Cette tendance fondamentaliste en Israël nourrit aussi des crispations au sein de la communauté juive en France et où s'impose une grille de lecture fermée qui impacte même des positions politiques de plus en plus radicales, à tel point qu'une partie de la communauté juive s'identifie à des courants d'extrême droite. Comment créer aussi ici en France et en Europe un discours qui permette de déconstruire cette radicalité et cet enfermement dans la communauté juive? Monsieur le rabbin. La remarque est exacte, mais on voit la même chose dans les populations musulmanes qui ont une identification au peuple palestinien avec des positions extrêmement radicales. Quand on chante qu'il faut libérer la Palestine de la rivière à la mer, ça suppose l'éradication de l'État d'Israël. Donc, malheureusement, il y a cette fameuse importation du conflit, cette identification fantasmée. Et quand il y a un conflit, il y a aussi une espèce de réflexe qui vient des tripes, c'est qu'on devient enragé et on pense qu'on doit se mobiliser là où on est et on se croit guerrier. Évidemment, ça n'arrange absolument pas les choses. Justement, le terrain français
devrait être, parce que nous ne sommes pas en conflit, et parce qu'il y a beaucoup de musulmans et de juifs, un lieu de rencontre où on devrait justement se parler et essayer d'amorcer des formes de dialogue et de réflexion communes. Et au lieu de manifester ou pour Israël ou pour la Palestine, on devrait manifester ensemble pour qu'il y ait des négociations et qu'il y ait un effort de paix. Voilà, voilà. C'est ça le travail. De nouveau, on peut se plaindre et pointer du doigt et dire vous vous radicalisez, mais ça n'arrange rien. Il faut faire des alternatives, il faut les construire. Et je crois que nous, en France, on devrait faire ça parce qu'il y a des musulmans ici et des juifs et on n'est pas en guerre. Alors, inventons le dialogue, produisons-le. Voilà la réponse. Voilà comment on peut aider les Israéliens et les Palestiniens à sortir de l'impasse. Euh, Là, j'ai beaucoup de questions. Alors, oui, alors, il y a beaucoup, il y a pas beaucoup, mais il y a des personnes et donc je le dis, qui sont sceptiques, qui trouvent trop, Rivon trop optimiste. Hein, voilà, donc c'est le point de vue de plusieurs personnes. Ils ont raison. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'appelle Nourit Eladan Bertain qui dit dans le judaïsme traditionnel, cela existe depuis la nuit des temps, la modernité et l'humanisme ne se conjuguent pas toujours. Et il n'est pas d'accord avec les visions qu'il juge caricaturales de notre ami Yvonne Krigier. Par contre, alors, humanisme et modernité ne se conjuguent pas toujours. Mais, dire que je suis caricatural, évidemment, il a tort. Et dire que modernisme et humanisme ne vont pas ensemble, ça, il a raison. Tout ce qui est moderne n'est pas nécessairement humaniste. Il ne faut pas donner un blanc-seing à la modernité. Hein. La, la modernité, c'est une espèce de vision individualiste qui fait fi de toute identité et qui n'honore pas suffisamment les différences. Il y a des modernités dans lesquelles on piétine la dignité humaine quand on ne respecte pas justement les alliances entre les personnes et qu'on ne respecte pas la liberté cultuelle, par exemple. Oui, je ne crois pas qu'il faille défendre à tout prix la modernité. Mais quand on parle de modernité, tout de même, euh, dans un contexte général, nous parlons de quoi? Ben, nous parlons de l'émancipation des États de la mainmise religieuse. Ça a quand même été un progrès énorme pour la liberté de conscience, la liberté d'examen, la liberté de pouvoir choisir sa compagne ou son compagnon, plein de choses essentielles de la vie. Donc, la tâche d'un décisionnaire aujourd'hui de n'importe quelle religion, c'est de faire le tri. Tout ce qui est moderne n'est pas bon, mais il y a des choses qui sont bonnes à prendre. Et moi, je pense, par exemple, et ça, certains auditeurs ne peuvent ne pas être d'accord, je pense que l'émancipation de la femme, c'est quelque chose de capital, comme l'a été celle de l'abolition de l'esclavage au siècle précédent. Et qu'il faut se battre pour cela. Alors, il y en a qui avaient lutté à l'époque contre l'abolition de l'esclavage, et aux États-Unis jusqu'à la moitié du XXe siècle. Il y en a qui luttent contre l'émancipation de la femme un peu partout. Eh bien, moi, je pense que ça ne sert pas des idéaux beaucoup plus fondamentaux qui sont, en tout cas dans notre culture, dont je parlais tout à l'heure, cette vision de la création de l'homme à l'image de Dieu, masculin et féminin. Alors, c'est un débat. Les auditeurs ne doivent pas être d'accord, mais en ce qui me concerne, je suis très tranché sur la question. Et oui, je suis de manière irraisonnable optimiste, parce que c'est la seule alternative que j'ai devant moi. Je ne veux pas être défaitiste, donc je suis optimiste. Parce que je le choisis, pas parce que j'ai des raisons de l'être. Mais pour préciser la question précédente, quand même, alors c'est moi qui demande une précision, les courants, ma sortie, réformés, modernistes en général, n'ont pas, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas droit de citer, mais ne sont pas reconnus officiellement en Israël. Et en France aussi, d'une certaine manière, euh, quand on donne la parole aux institutions juives, on donne rarement la parole aux minoritaires. Et au sein même des institutions juives, le courant massorti, le courant libéral ne sont pas reconnus. Oui, bon, alors là, on rentre dans une question très politique et reconnu, celui qui arrive à se boulonner au pouvoir. Hein. Vous imaginez qu'il
que pour la majorité des Israéliens, les ultra-orthodoxes qui sont au pouvoir et qui font la pluie et le beau temps ont leur reconnaissance? Non, ils n'ont pas leur reconnaissance. Ça leur est imposé parce que les conditions politiques sont ce qu'elles sont. Il y a un débat, il y a un débat au sein du monde juif. Aux États-Unis, il se trouve, et dans les pays anglo-saxons, il se trouve que les courants modernistes sont ou majoritaires ou très très largement représentés. Donc si on regarde le monde juif à grande échelle, on ne peut pas dire que c'est des minorités non reconnues. Mais moi, je ne suis pas là pour défendre une chapelle massortie ou une chapelle libérale. Je suis là pour parler de l'avenir du judaïsme. Il ne faut pas rentrer dans une logique de parti. Ces histoires de reconnaissance, c'est des histoires politiques. Il faut réfléchir en termes de valeurs. Quel judaïsme on veut? Quelle vision on a de l'avenir? Et s'élever au-dessus de ces clivages qui n'ont pas de sens ou qui font au contraire la richesse et la diversité. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent des choses sur les libéraux, sur les massortis ou même sur les orthodoxes, sans rien y comprendre et sans rien y savoir, simplement en répétant la doxa, vous n'êtes pas reconnu, mais d'abord qu'ils sachent de quoi ils parlent. Alors, combattons d'abord l'ignorance, et c'est vrai aussi pour ceux qui sont en face, mieux comprendre l'islam, mieux comprendre le monde chrétien, et c'est ça le travail qu'il faut faire, et pas cataloguer ceux qui ont droit de citer et ceux qui ne l'ont pas. Alors, une dernière question. J'essaie de synthétiser un peu les différentes questions. Euh, les gens demandent si et vous êtes, puisqu'ils te vous voient, favorable à un État palestinien. Et moi, j'ajouterais, est-ce qu'il peut y avoir longtemps un État juif et démocratique s'il n'y a pas à côté un État palestinien? Alors, Sachant que l'ONU n'a pas créé l'État d'Israël, l'ONU a créé deux États. Et pour l'instant, il n'y en a qu'un, pour différentes raisons. pour être tout à fait honnête, je souhaitais, en entrant dans cette discussion, ne pas trop politiser le sujet, parce que, non pas que ce soit pas important, mais parce que je ne voudrais pas qu'on mélange les problèmes et qu'à cause de telle ou telle prise de position politique, on n'entende pas l'enjeu qu'il y a aujourd'hui à mieux comprendre ce qui se passe sur un plan religieux en arrière-fond du conflit. Maintenant, vous me demandez à titre personnel, moi, je n'ai pas de honte. Oui, je suis convaincu qu'il faut donner une place honorable aux Palestiniens et que très, très probablement, ça doit prendre une forme étatique. Je dis probablement, je ne sais pas la forme exacte, parce que qui dit État dit aussi armée, et qui dit armée fait penser au cauchemar que vivent les Israéliens aujourd'hui par rapport à ce qu'a été l'armement de Gaza lorsque ce territoire a été laissé aux Palestiniens. Donc, on rentre dans une grande complexité. Mais sur le principe, oui, je pense que les Palestiniens ont droit à une autonomie politique significative, à se développer, à ne pas être sous la coupe de personnes qui sont minoritaires et qui régentent leur vie, comme c'est le cas aujourd'hui dans les territoires. La situation des territoires aujourd'hui n'est pas acceptable sur un plan humain, n'est pas acceptable pour les Palestiniens. Mais la solution qui doit être trouvée doit être une solution négociée et doit être une solution réaliste. Parce que dire on va revenir aux frontières de 48, on va revenir aux frontières de 67, ce sont des discours qui aujourd'hui ne collent plus à la réalité. Il y a aujourd'hui plus de 600 000 Israéliens, ça dépend un peu comment on compte, ou 700 000 qui sont au-delà de la fameuse ligne verte, c'est-à-dire au-delà des frontières de 67. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 700 000 personnes? Il faut ne pas poser des positions tranchées, il faut s'asseoir autour d'une table, favoriser le dialogue et trouver des solutions honorables pour les Palestiniens, et effectivement, qu'ils ne soient pas sous la coupe de gens qui ont une idéologie suprémaciste. Yvonne, est-ce que, en fin de compte, le, une des choses qui devrait arriver dans ce pays ici, c'est je mets entre guillemets, séparation entre l'Église et l'État. C'est-à-dire que justement cette problématique de est-ce que pour se renouveler, pour que ce judaïsme ici ne tombe pas dans le continue dans le fondamentalisme, pour qu'on ait un vrai judaïsme aussi spirituel, est-ce que une des solutions, c'est justement qu'il n'y ait plus cette interférence entre la politique et la religion en Israël? Alors, Thérèse, c'est un vœu pieux, si je puis me permettre cette expression.
Oui, Parce il y en que, a il y en a beaucoup qui en parlent et bien sûr, qui mettent ça à leur programme, hein. mais bien sûr, mais il faut se rendre compte que depuis la création de l'État d'Israël, ils ne sont pas parvenus à installer une constitution. Et ils n'y sont pas parvenus précisément parce que la question de la religion est tellement intriquée dans la vie Oui, que je sais bien. les définitions de l'état de droit qu'il y a d'habitude dans une constitution ne fonctionnent pas avec la religion. Donc, la situation est tellement complexe qu'on n'en est pas à ce stade. Mais moi, je pense effectivement que c'est très, très malsain qu'il Malsain. y ait une situation politique à la proportionnelle dans laquelle il y a des partis religieux qui, tout d'un coup, en raison du système, peuvent imposer, alors qu'ils sont des minorités, des valeurs qui ne sont pas nécessairement partagées ou des normes qui ne sont pas partagées par l'ensemble de la population. Je crois que c'est un abus d'autorité. Mhm. La religion, aujourd'hui, dans le monde moderne, au sens positif du terme, c'est quelque chose qui doit appartenir au choix de conscience, à la conviction. Si un religieux veut qu'un autre observe le Shabbat, il n'a qu'à le convaincre, mais pas le lui imposer. Donc, oui, je pense que idéalement, on devrait militer pour la séparation de l'État et de la religion et empêcher que des partis puissent avoir des privilèges ou imposer une normativité qui appartient à la conscience. Mais est-ce que c'est réaliste? À l'heure d'aujourd'hui, je crains que non. Mais pourquoi pas? Il faut continuer à se battre et si un jour il y a une forme de constitution qui se pose, eh bien, peut-être que ça calmerait le jeu. Oui, il faut pas abandonner l'idée. Alors, il reste encore quelques minutes pour conclure, puisqu'il est 21h37. Je Euh, vais peut-être faire une toute petite remarque, peut-être, par rapport aux propos préliminaires de Rivonne qui plaçait en avant-propos justement cette question d'une manière globale. Et finalement, pour aller peut-être aussi un peu dans le sens de l'optimisme, parce que on pourrait dire dans une formule un peu convenue, de chaque mal, on peut ressortir du bien. Peut-être que le bien commun qu'on peut ressortir de toute cette analyse et de toute cette vision un peu globale des choses, c'est que finalement, ce qui peut nous lier aussi tous, c'est cette lutte contre les fondamentalismes dans nos communautés, ce qui nous fait quand même une convergence de lutte, parce que finalement, on se rend compte que ce soit l'islamisme radical, d'ailleurs, on ne sait même pas comment le nommer, tellement il y a des formes diverses et variées du djihadisme, du fondamentalisme, du radicalisme, euh, euh, qui est très visible, et puis ces autres fondamentalismes et nationalismes qui sont peut-être plus mineurs, mais qui sont quand même aussi à l'œuvre et qui finalement convergent tous dans le même sens. Ça nous fait quelque chose de commun, une vision commune à nous qui sommes des humanistes peut-être utopistes, mais où finalement la solution globale à l'échelle du monde, c'est effectivement, comme le disait Rivonne, de nous associer dans cette lutte pour des valeurs qui finalement sont universelles, même si on a des particularismes et qu'on est musulman, juif, chrétien, athée ou je ne sais quoi. On a finalement des valeurs qui apparaissent universelles, et c'est ce qui renforce peut-être aussi nos liens. C'est que on peut se retrouver, créer du dialogue autour justement de ces valeurs universelles. Voilà. Alors, Bouchra, vous avez prononcé un mot très important, c'est le mot de convergence. C'est un mot important parce que la convergence, ça veut dire que nous pouvons fonctionner en faisceau. Nous sommes différents là au point où nous sommes et il faut respecter nos différences. C'est ça l'humanité aussi, c'est la richesse de la diversité. Mais l'idée portée par le monothéisme, c'est qu'il y a un point focal commun qui peut unir les humains, leur permettre une coexistence et leur permettre à chacun d'avoir sa place. Mais pour ça, il faut sortir des discours et des réflexes dogmatiques ou autoritaires, comme je disais, comme on l'a entendu tout à l'heure. Vous, monsieur, vous n'avez pas le droit à la parole parce que vous appartenez à un groupe minoritaire. Si les premiers,
le Baal Shem Tov, la première figure du chassidisme, quand il s'est fait rabrouer par le Gaon de Vilna, avait entendu ça, et le monde chassidique aujourd'hui n'existerait pas parce qu'il il a été placé sous anathème très rapidement parce qu'il avait des idées novatrices. Et aujourd'hui, ces mêmes chassidim, ils sont à Knesset et ils imposent leurs lois. Donc, sortons de ces logiques autoritaires et essayons de rechercher ce qui est vrai et ce qui est bon. Moi, j'avais un maître que j'estime beaucoup, qui avait une formule extraordinaire. Le rabbin Louis Jacobs, il disait, il vaut mieux avoir vaguement raison que définitivement tort. Eh bien oui, la recherche de la vérité, on est dans le vague, on patauge, on cherche. Mais c'est pour ça qu'il faut se parler, parce qu'on est plus intelligent et on est plus proche de la vérité quand on se parle et quand on met en commun nos ressources. Et c'est ce que je souhaite. Rivonne, je pense que c'est un peu le mot de la fin, hein, parce que Ouais. ce sont de bonnes paroles. Merci infiniment de nous avoir parlé pendant 1h, et de nous avoir écoutés pendant 1h45 minutes. Si ça ne tenait qu'à moi, on continuerait, mais je crois que ce ne serait pas très raisonnable par rapport à l'engagement qu'on a pris de tenir 1h30. Et puis, je vois que les gens commencent à partir. Donc je propose de terminer cette réunion maintenant. Catherine Duperron veut peut-être ajouter quelque chose pour conclure. Très rapidement, je voudrais finir sur justement une note optimiste, pas pour être optimiste envers et contre tout, mais parce que je crois, comme Laura Blajman, Kedar et comme Rivonne, qu'on n'a pas le choix. C'est ça ou mourir, c'est ça ou la fin d'Israël, c'est ça ou... on n'a pas le choix. Donc, effectivement, c'est, comme disait Rivonne, constituer des faisceaux de convergence, pour reprendre le terme de Bouchra, et aller vers trouver des solutions ensemble. Et les signes d'évolution positive, ils sont là. Il y a effectivement ces femmes ultra-orthodoxes qui sont devenues rabbins. On nous aurait dit ça il y a 30 ans, on aurait tous mais rigolé, même il y a 20 ans. Voilà, ça existe et elles sont ultra-orthodoxes, extrêmement strictes, mais voilà, elles sont rabbins. Voilà, c'est fait, ça existe. De la même manière, alors ça n'a rien de comparable, mais dans la réalité de Jérusalem, il y a maintenant, et il n'y avait pas ça il y a 20 ans, des femmes arabes, musulmanes, avec des voiles sur la tête, qui travaillent dans des supermarchés ou dans des magasins de vêtements à Jérusalem-Ouest, qui ne sont pas nécessairement israéliennes, qui peuvent être palestiniennes de Jérusalem-Est. Et je peux vous dire, pour l'avoir vécu moi-même, elles ont le sourire. Le vendredi, quand on fait ses courses, elles disent Shabbat Shalom. Et bon, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont épouser un juif demain. Ça ne veut pas dire qu'on va s'aimer d'amour jusqu'à la nuit des temps, mais ça veut dire qu'on peut vivre ensemble sans se taper dessus. Et en fait, moi, ce qui m'a souvent frappé à Jérusalem, y compris dans les périodes de tension, c'est que finalement, en dépit du fait qu'il faut quand même remettre la démographie dans le circuit, il y a quand même 40% d'Arabes à Jérusalem. Aujourd'hui, il y en avait, sauf erreur de ma part, 25% en 1967. Donc 40% de la population de Jérusalem qui est arabe, citoyenne israélienne ou pas, et que finalement les incidents graves entre juifs et arabes, ils sont epsilonesques. Et même quand vous naviguez entre les deux communautés, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde s'aime, mais la vie ensemble est possible. Finalement, c'est les politiques qui nous la rendent impossible. Voilà. Donc, il faut lutter contre les politiques. Ce sera le mot de la fin. Bon, merci beaucoup à toutes et à tous, et puis à la prochaine fois. Très bientôt. Merci. Au Merci à revoir. vous tous. Merci Rivonne, merci tout le monde. Yvonne, au revoir. Merci à Mathieu Au aussi. revoir. Et oui, merci Mathieu et à tous ceux qui se sont connectés. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Shabbat shalom. Shalom. Shalom.